Le sujet du jour nous conduit en Éthiopie et en Afrique du Sud, notamment le conflit dans le Tigré. Hier, dans l'après-midi, un accord de paix a été signé pour une cessation des hostilités du côté de Pretoria, en Afrique du Sud, lors des pourparlers entamés depuis le 25 octobre 2022. On en parlera durant cette émission avec notre consultant permanent, M. Numbisi Wafo. On aura également l'info du jour qui va nous conduire au Sénégal, au Burkina Faso et au Mali. On aura les unes du jour, l'image du jour. Mesdames, Messieurs, vous faites bien d'être avec nous ce matin. J'espère que vous allez bien. Nous sommes également heureux d'être avec vous. Je suis également heureuse d'être avec toi. Kwechu, bonjour. Bonjour Moto, c'est un plaisir partagé. Je suis également heureuse d'être avec toi ce matin. Et avec vous également, Koumabité, et bien sûr avec vous qui nous écoutez et nous regardez tous les matins religieusement et qui avez donc votre avis à donner. Et un avis que vous partagez d'ailleurs avec nous sur nos différentes plateformes ou pas. Mais j'ose espérer que nous suscitons au moins des débats dans vos chaumières ou alors dans vos bureaux ou dans vos lieux de commerce. En tout cas, c'est un plaisir encore aujourd'hui de savoir que vous êtes là et que chaque jour vous êtes un peu plus nombreux à nous écouter. Effectivement. Que tu es avec toi tout à l'heure, on aura l'image du jour. Effectivement. Ça quoi assez insolite quand même. Je préfère garder un brin. J'aime bien ça. Un brin de mystère. Assez insolite. Ça prête au rire, mais on peut en pleurer également. Voilà, merci. Il est également là ce matin. Koumabité, bonjour. Bonjour Mamoudou, bonjour à nos chers téléspectateurs, bonjour à l'Afrique, bonjour au monde, bonjour à ceux qui sont habitués à nous regarder dans le cadre de notre programme. On remue l'actualité du lundi à vendredi lorsqu'il est 10h45 minutes. C'est un réel plaisir et je suis très heureux de vous retrouver, également de retrouver Kwechu ce matin, encore que vous êtes toutes sublimes, donc de toutes les façons. Ce matin, c'est un jeu de voilà, donc encore que c'est le jeudi, donc le jeudi, tous les hommes doivent être élégants et beaux en même temps. En fait. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le jeudi des hommes et non le jeudi des filles. Le week-end, à quelques 24 heures du début du week-end. Donc, du coup, à un moment donné, on s'attend à que les hommes soient beaucoup plus friqués, un peu plus détendus. Encore que le week-end, tout le monde se balade. Bref, c'est le début du week-end dans 24 heures, en tout cas. Merci, Koumabité, mesdames, messieurs, vous, téléspectateurs et internautes, vous pouvez également réagir sur cette thématique. Et à la fin de l'émission, Koumabité aura le plaisir de lire tous vos messages apparus durant toute l'émission. À présent, l'essentiel de ce que vous êtes censé savoir, le sujet du jour. Le sujet du jour, je vous l'ai dit, nous conduit au Tchad, en Éthiopie et en Afrique du Sud, le conflit au Tigré, un accord de paix signé pour une cessation des hostilités. Eh bien, c'est le début d'une nouvelle ère pour l'Éthiopie. C'est réjoui l'Union africaine, le gouvernement éthiopien et les rebelles de la région du Tigré se sont accordés mercredi 2 novembre sur une cessation des hostilités dans cette région du nord de l'Éthiopie, en conflit depuis 2 ans. Ce sera le défi des anciens belligérants. Ce n'est pas la fin du processus de paix, mais son début, a ainsi déclaré le médiateur de l'Union africaine, le Nigérian Olusegun Obasanjo. Voilà, c'est aussi ce qu'a rappelé le chef de la délégation tigréenne, Getachew Reda. Seule notre détermination collective empêchera les perturbateurs, y compris dans nos propres rangs, de détruire la paix, a-t-il affirmé dans un discours improvisé plutôt prudent, mais saluant tout de même ses frères d'Addis Abeba. Quant au représentant du gouvernement éthiopien, Redouane Hussein, lisant un texte, il a promis le respect de l'être de l'esprit de l'accord de paix, tout en demandant du soutien pour reconstruire le pays, étant donné que le niveau de destruction est massif. Rappelons que les délégations du gouvernement fédéral d'Addis Abeba et des rebelles sont réunies sous l'égide de l'Union africaine depuis le 25 octobre 2022 à Pretoria, en Afrique du Sud. Cette rencontre est le premier dialogue rendu public entre les deux camps. L'accord publiquement signé ensuite par les chefs des deux délégations prévoit aussi un rétablissement de l'ordre public, des services au Tigré, un accès sans entrave des fournitures
humanitaire, la protection des civils, entre autres. Le délai des dispositions de l'accord et de sa mise en œuvre n'ont pas été dévoilés dans l'immédiat. Les médiateurs n'ont notamment pas indiqué ce que prévoit l'accord concernant l'intervention du Tigré de l'armée de l'Érythrée voisine, ennemi juré des dirigeants tigréens qui épaulent l'armée fédérale éthiopienne. Madame, Monsieur, voilà qui est dit le sujet de ce jour. L'accord de paix a été signé hier pour une cessation des hostilités du côté de Pretoria, en Afrique du Sud, entre le gouvernement de l'Éthiopie et les rebelles du Tigré. Je commence par vous, Koumabité, avant bien sûr de prendre l'analyse de notre consultant permanent, Monsieur Noubissi Wafo. Koumabité, enfin, la paix, l'accord de paix qui a été signé hier du côté de Pretoria lors de ces pourparlers qui ont été entamés depuis le 25 octobre 2022. Vous y attendez? Bien évidemment, il s'agit d'un accord de paix qui... bref, l'Afrique entendait cela parce que à un moment donné, lorsque vous exercez des exactions qui vont à l'encontre du peuple, c'est-à-dire des deux pays, à un moment donné, il faut une trêve. Et quand on parle de trêve, on parle notamment de 48 heures. Donc, 48 heures avant donc, le deuxième anniversaire du conflit meurtrier qui a donc opposé le Tigré. Et voilà donc, au sortir des pourparlers en Afrique du Sud, les deux pays ou alors les deux belligérants sont plus ou moins satisfaits de ces avancées parce qu'on sait généralement que c'était à un moment donné très difficile pour ces deux pays, notamment avec les rebelles par-ci, les rebelles du côté du Tigré et l'armée éthiopienne. Bref, c'était très compliqué, très compliqué de ce côté-là. Mais aujourd'hui, après plusieurs jours, voire plusieurs années, 2 ans de combat. Non, une semaine de pourparlers, oui. On s'est rendu compte qu'à un moment donné, on a pu trouver un terrain d'accord, d'accord entre les deux belligérants. Et après quand même plusieurs années de guerre, des actions, au moins cela va permettre à ce que les deux pays puissent repenser les blessures donc de ce côté-là, notamment en Éthiopie, mais également au Tigré, parce que vous savez, la bataille dans ce genre de situation, ce n'est pas de voir les populations se déchirer. Non, mais je pense que la bataille serait peut-être au niveau où, où les deux pays apporteraient peut-être le développement, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de lutter pour des causes inacceptées, mais également de lutter par contre pour le bien des populations. Et je pense qu'aujourd'hui, le Tigré et les peuples tigréens mais également l'Éthiopie sont dans une voie plus ou moins cordiale. C'est le même pays, Éthiopie. Oui, Éthiopie et Tigré, mais à un moment donné, les deux essayent de se tirailler on ne sait pas dans quoi ils sont mêlés. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de discuter, en tout cas. Donc, du coup, quand même, c'est une bonne image quand même que le Tigré, une bonne image du Tigré ou alors une bonne image de l'Éthiopie. Comme on a vu là, notamment en Afrique du Sud, on constate que là-bas, non seulement les deux belligérants sont déjà en commun accord, mais également on s'est rendu compte que l'ONU, Washington également a apprécié l'initiative, chose qu'il faut saluer de toutes les façons, parce qu'on ne peut pas quand même dire que les États-Unis sont toujours en train de vouloir tellement du mal à l'Afrique, mais aujourd'hui quand même on constate quand même qu'il y a quand même des avancées. C'est quand même à encourager, quand même, en tout cas, Emma Moutou. Merci, Koumabité. Pétu, on en parlait, je crois qu'il y a de cela quelques semaines. On se demandait si cette convocation, cette invitation à la paix de l'Union africaine aurait des répercussions positives. Mais on se rend compte qu'au bout d'une semaine et demie des pourparlers, il y a eu un accord de paix qui, voilà, une cessation des hostilités. Vous y attendez? En tout cas, déjà de ce que les deux parties avaient quand même fait le déplacement pour l'Afrique du Sud, ça témoignait de ce qu'ils avaient, au moins une volonté de rétablir donc les négociations et des pourparlers. Aujourd'hui, que ça débouche sur cela, c'est une avancée notoire finalement
dans potentiellement la paix au Tigré, pour potentiellement donc la paix au Tigré. Et voilà les clauses qui ont été donc établies et les promesses qui ont été faites. On ose croire qu'elles passeront des paroles et finalement aux actes, parce que c'est un conflit quand même qui dure déjà un peu plus de 2 ans entre les rebelles de cette région d'Éthiopie qui est aujourd'hui placée en autarcie, et donc les populations souffrent de martyrs, des milliers de déplacés, une situation interne au Tigré qui va de mal en pis. Donc aujourd'hui, qu'il y ait eu des négociations entre les représentants donc des rebelles tigréens et les autorités d'Addis Abeba, finalement on comprend que les deux parties sont pour une paix durable du côté de l'Éthiopie. Et voilà, on évoque notamment une sorte d'instrumentalisation des rebelles du Tigré. Et si finalement, conjointement, ils ont repris conscience de ce que, dans ce conflit, finalement, ce n'est que l'Éthiopie, globalement, qui est mise à mal, un pays qui, pourtant, depuis déjà quelques décennies, est en construction et va dans le bon sens, sous la bonne voie, tant sur le plan des avancées économiques, infrastructurelles et bien d'autres encore. Il serait dommage qu'une altercation interne puisse mettre à mal toute cette avancée qu'a connue l'Éthiopie, un pays qui il y a quelques années était cité en exemple comme le pire. Lorsqu'on disait de vous que vous étiez un Éthiopien, ça allait vraiment dans le sens le plus péjoratif. Oui, tout à fait. Le plus péjoratif du terme. On savait quand même qu'à l'époque, vous êtes très chétif et tout ce qui va avec. Donc j'aurais moi pu par exemple faire l'objet de tel sarcasme de mauvais goût. Mais aujourd'hui, dire de quelqu'un qu'il est éthiopien, ce n'est plus tant une insulte, c'est le valoriser, c'est un exemple, comme ça l'a toujours été d'ailleurs de par le passé, même dans l'histoire coloniale de l'Afrique, on sait que l'Éthiopie jamais n'a plié devant les tentatives d'invasion des impérialismes occidentaux, et certains pays qui arrivent donc à se refaire une peau neuve à chaque fois qu'elle s'est retrouvée, même comme ça a été par le passé, par des années de guerre civile. Donc l'on attend de voir finalement les leaders d'opinion ont pu tabler sur quelques points et vivement qu'il y ait une mise en pratique de tout ce qui a été évoqué lors de cette assise du côté de l'Afrique du Sud. Merci, Kwetu. Tout à l'heure, on prendra l'avis de notre analyste, Monsieur Noumissi Wafo. Mais avant, on se retourne vers vous, Koumabité, pour l'info du jour de ce jour. Ce sera sans transition. Merci Mamoto. L'info du jour de ce matin va nous conduire, comme vous l'avez signalé ou alors vous l'avez souligné à l'entame de l'émission, on ira très rapidement au Mali, et également on va faire un tour au Burkina Faso où les deux présidents, c'est-à-dire Monsieur Traoré ou alors le président Traoré et Assimi Goïta, donc en ordre de bataille. Ouagadougou, 2 novembre 2022, le chef de l'État burkinabé, donc le capitaine Ibrahim Traoré, a effectué dans l'après-midi du mercredi 2 novembre une visite d'amitié et de travail à Bamako, en République du Mali, où il a donc discuté avec son homologue malien, le colonel Assimi Goïta, de la question sécuritaire, notamment de la lutte contre le terrorisme. Après donc un huis clos, les deux personnalités ont donc élargi les échanges avec leurs délégations respectives pendant plus de 3 heures d'horloge. Il faut le préciser, c'est une visite de courtoisie et d'amitié à un peuple frère, d'après donc le président, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'issue donc des échanges. Le plus important pour nous dans la situation actuelle, c'est le défi sécuritaire. On est donc venu échanger sur comment renforcer notre coopération militaire et pouvoir mieux mener nos opérations pour sécuriser nos populations, a-t-il expliqué aux hommes de médias. De façon concrète, le Burkina Faso et la République du Mali donc ont décidé de renforcer leur coopération bilatérale en matière de sécurité et de défense à l'endroit des populations burkinabées, maliennes et sahéliennes. De façon générale, le président Ibrahim Traoré donc a lancé un appel qui est donc d'être beaucoup plus solidaire, ou alors solidaire de ce que a donné donc la main
et de rester unis dans cette lutte. Entre-temps, le Mali et le Burkina Faso partagent donc une frontière longue de plus de 1200 km, voilà, avec beaucoup d'échanges entre les populations, d'où le choix donc du président Traoré de la destination malienne, donc le directeur de la communication de la présidence du Burkina Faso, donc qui nous a fait part de ces informations de ce côté-là. Il s'agit bien évidemment de cette visite présidentielle ou alors administrative entre le président, le capitaine Ibrahim Traoré et son homologue donc Assimi Goïta, tous deux jeunes et présidents dans l'Afrique de l'Ouest. Voilà donc un accord ou alors des négociations entre il fallait tout à fait sont victimes de terrorisme dans leur pays, dans leurs différents pays. Exactement, il fallait donc que ces deux présidents à un moment donné puissent se rencontrer, parce que vous savez le Burkina Faso et le Mali, ce sont les deux pays qui à un moment donné vivent pratiquement la même situation. On a vu qu'au Mali ça ne donnait plus, voilà pourquoi le président de la transition aujourd'hui, Assimi Goïta, qui a décidé de prendre les rênes de ce côté-là, et on a constaté que de ce côté-là, la vie reprend peu à peu quand même son goût, ou alors beau vivre. Il fait beau vivre quand même de ce côté-là depuis que le président Assimi Goïta est de ce côté, exerce son pouvoir de ce côté. De même, du côté du Burkina Faso, on a vu l'ex-président éjecté et le nouveau, c'est-à-dire Ibrahim Traoré, qui est venu, qui est donc venu et qui a donc décidé de s'unir au président Assimi Goïta, de travailler main dans la main. C'est ce qu'on a demandé, c'est ce qu'on demande toujours au président en exercice en Afrique, de travailler, d'être solidaire. Et je pense que lorsqu'on voit ces images, on comprend en réalité l'amour de la fraternité entre les deux pays. Bref, c'était donc... Parce que les deux subissent, je ne vais pas dire non, subissent du terrorisme dans leur pays. Tout à fait, il y a le terrorisme qui surgit donc dans l'est de ces pays, notamment au Mali principalement, où le terrorisme bat son plein. Également, on constate que dans le nord du Burkina Faso, c'est presque la même chose. Donc du coup, c'est le Sahel, et il y a de quoi que ces deux pays travaillent ensemble pour éradiquer quand même ce phénomène de terrorisme de ce côté-là. J'aimerais peut-être poser la question à Kouetchouke, lorsque vous voyez donc ces images, qu'est-ce que ça reflète en fait? Deux pays frères, deux pays qui se soutiennent main dans la main. Peut-être que ça sera un bon exemple entre le Cameroun peut-être et le Tchad, ou alors entre le Cameroun et le Gabon, pourquoi pas la Guinée équatoriale. Pour la révolution qui est en marche actuellement. Je pense que les deux ont clairement une même histoire et une même démarche finalement. Ces deux pays qui ont décidé de se départir simplement du joug de la France. Le Mali qui a insufflé le mouvement et l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba qui n'a pas suivi le coche et qui finalement donc a été renversé par le jeune Ibrahima Traoré, qui finalement de par cette visite au Mali consolide simplement l'idée déjà qu'on avait de son combat, qui allait en étroite ligne avec celui du président de transition donc du côté du Mali, et Assimi Goïta. Donc une belle image, et finalement je pense que c'est de ces images dont on a besoin. Je pense que c'est des images qui donnent au moins le sentiment que le combat panafricain qui est aujourd'hui engagé et qui est insufflé par cette nouvelle génération, finalement elle a des chances d'aboutir à un changement radical et à une prise de conscience de manière générale. Voilà, on souhaite bon vent à ces deux présidents, notamment le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta, qu'ils puissent contrecarrer ce terrorisme dont ils sont victimes du côté du Burkina Faso et du Mali. Merci Koumabité pour l'info du jour. Merci également Emma Mouto. On se retrouve donc demain pour la dernière partie de l'info du jour, c'est-à-dire l'info du jour de la semaine, Emma Mouto. Merci Koumabité. On se retourne vers Kouetchou. J'espère que notre Aluida Info a été sélectionné parmi... Je pense qu'il faudra qu'on ait le directeur de publication de ce magazine. La question de lui envoyer des salutations particulières du côté de N'Djamena. Mais non,
malheureusement, je ne vais pas satisfaire à votre demande ce matin. D'accord, on espère. Parce qu'il faut, voilà, dans cette quête de trouver l'information la plus fraîche, et telle que traitée donc, par différents médias, il faut également flirter avec bien d'autres comme notamment du côté de la Guinée, guinénews.org, .com, voilà. Non, là, nous sommes en Guinée. .org, voilà. Là, nous sommes en Guinée. Oui. Wow. Guinée-Conakry. Bon, bien le bonjour du côté de Conakry, c'est avec vous qu'on démarre les unes du jour, notre traditionnelle revue des unes. Et bien le bonjour Anjamina, bien qu'on n'ait pas commencé avec Alwida Info ce matin. Voilà. Alors, guinénews.org s'intéresse à un décret présidentiel. Plusieurs militaires de la gendarmerie nommés à des postes de commandement. Voilà. Vous avez donc en image, le colonel Mamadi Doumbouya, qui dans un décret lu à la télévision nationale hier, mercredi, on était donc le 2 novembre 2022, voilà, a procédé à la nomination de plusieurs militaires à la gendarmerie à des postes de commandement. Il s'agit notamment des commandants du groupement de la gendarmerie routière de Guékédou, voilà, le colonel Tierno Madjouba, et bien d'autres encore. En tout cas, vous avez ténor de ce décret présidentiel dans cet article qui est signé ce matin de guinénews.org. Voilà, l'information la plus fraîche également qui nous intéresse ce matin, c'est du côté de la Côte d'Ivoire avec Abidjan.net où on va parler économie ce matin à travers cet article. Ouverture à Abidjan de l'Africa Invest Forum 2022. C'était donc à Abidjan le 2 novembre 2022. C'était hier exactement, la cérémonie d'ouverture de l'Africa Investment Forum 2022. Non, j'y vais en anglais, ok. Organisé par la Banque africaine de développement, et ses partenaires, qui s'est déroulé dans un hôtel prestigieux d'Abidjan, en présence notamment du vice-président de la République et du chef du gouvernement de la Côte d'Ivoire, ainsi que des chefs d'État du Ghana, de l'Éthiopie et du Zimbabwe. Voilà, c'est dire tout le poids que revêtait donc cet événement. Je vous rappelle l'ouverture à Abidjan de l'Africa Invest Forum. On parle d'économie, on parle d'investissement, on parle encore de coopération sud-sud, et il va sans dire que c'est forcément du tout bénéf pour l'Afrique. Après la Côte d'Ivoire, on s'intéresse au Togo voisin, notamment avec encore des questions d'économie et le site internet Togo First. Voilà, Victoire Tomega Dorbe, j'espère que je prononce bien, de nouveau dans le top 100 des femmes africaines les plus influentes, qui est donc Victoire Tomega Dorbe, le premier ministre du Togo, Victoire donc Tomega Dorbe, pour la deuxième année consécutive. Après 2021, figure dans le top 100 des femmes africaines les plus influentes. La chef au féminin de l'exécutif togolais est donc classée une nouvelle fois par l'agence Avance Média, qui a publié il y a 2 jours de cela, c'était le 1er novembre, l'édition 2022 du classement List of 100 Most Influential African Women. Voilà, selon donc la structure spécialisée dans les relations publiques, ainsi que les missions d'indice et de classement, la première ministre togolaise garde encore une place de choix parmi ces grandes femmes africaines qui ont un impact réel sur l'économie, mais également sur les questions politique. En tout cas, je vous invite vivement à vous imprégner de cet article, question de savoir davantage qui est cette femme qui tient donc qui est à la tête du gouvernement togolais, Victoire Tomega Dorbe. Voilà, une influenceuse comme on en aime, de vraies influenceuses finalement en Afrique. Allez, on poursuit notre revue des unes avec le site Burkina 24, lutte contre le terrorisme, les présidents Traoré et Goïta en ordre de bataille. Bien sûr, on revient sur ce qui a fait l'objet de notre info du jour, la visite du président burkinabé
à son homologue malien. C'était hier le chef de l'État burkinabé, dont le capitaine Ibrahim Traoré, qui a effectué dans l'après-midi d'hier, mercredi 2 novembre, une visite d'amitié et de travail à Bamako, en République du Mali, bien sûr. Il a discuté avec son homologue malien, le colonel Assimi Goïta, de la question sécuritaire, il va sans dire, notamment dans les zones des 3 frontières, de la question de la lutte également contre le terrorisme. Voilà, un huis clos. Après un huis clos, les deux personnalités ont donc élargi les échanges avec leurs délégations respectives. En tout cas, vous avez entre les lignes les principaux axes qui ont meublé donc cette visite du capitaine Ibrahim Traoré, le président burkinabé du côté du Mali. On va sortir de notre revue des grandes unes du côté du Cameroun, avec notamment le quotidien Le Jour, le prisonnier du président Eto'o. Voilà, voilà donc comment a décidé de qualifier Parfait Siki, le journal Le Jour de ce matin. Parfait Siki, qui fait les choux gras de l'actualité au Cameroun. Il a été placé sous mandat de dépôt après une plainte pour détention de documents dans le but de les falsifier. Voilà. On parle sport là, on parle forcément de football et une actualité qui fait énormément parler du côté du Cameroun. En tout cas, je vous invite vivement à vous imprégner de cet article dans les colonnes du quotidien Le Jour, parution de ce jour, et peut-être un autre sujet non moins négligeable, Mwelen Kombi, qui parle des 40 ans de Paul Biya. Rappelons que ce sera donc le 6 novembre prochain, une journée des plus particulières au Cameroun, où on célébrera donc les 40 ans quand même. Il fallait le faire, du président Paul Biya au pouvoir. Et c'est l'ensemble de la rédaction de For You Media, je ne trahis rien, qui vous donnera d'ailleurs la quintessence et le meilleur de ce qu'il est à retenir de ces 40 ans à la tête de l'exécutif du côté du Cameroun. En tout cas, sur ce, on met une fin à notre revue des unes de ce matin. Oui, et on fait un bonjour, on dit un bonjour à la rédaction centrale de Togo First. Togo First. Ouais. C'est bien parce que... influente? Non, du tout, justement parce que vous aimez bien, vous aimez bien Togo First, après lui d'Info. Non, je les aime tous. D'accord. Moi, Alida. D'accord. Un coucou donc à nos chers confrères du Togo, voilà, qui travaillent au Togo, et également à ceux du Tchad, notamment à lui d'Info. Voilà, un coup de chapeau à vous. Merci à toi pour ces unes du jour. Est-ce qu'on a M. Noumbissi Wafo en ligne? M. Noumbissi Wafo est en ligne? On va revenir sur le débat. Kwetu, hier, mardi, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a qualifié ces pourparlers qui se tient depuis le 25 octobre du côté de Pretoria. Il a qualifié il les a qualifiés, voilà, ces pourparlers d'ingérence extérieure. Il estime que les problèmes des Éthiopiens doivent se régler, ou alors les décisions doivent se prendre entre Éthiopiens. Et aujourd'hui, hier, la paix a régné du côté de Pretoria. Oui, finalement, toutes les tentatives de médiation de toutes les grandes organisations internationales qu'on connaît, dont la principale, l'Organisation des Nations Unies, donc les Nations Unies, l'ONU, n'ont accouché que de souris. Et pour un peuple comme l'Éthiopie, on n'est pas réellement surpris de ce que toute tentative d'ingérence n'ait pas porté ses fruits. Et c'est un bel exemple, en tout cas, une belle preuve encore de solidarité et de ce que l'Afrique est capable, est à même de régler ses problèmes par elle-même, que l'Éthiopie donc tend à montrer au reste du continent. Et c'est tout à fait salutaire, cette démarche. Et vivement que d'autres conflits localisés de par l'Afrique puissent avoir également le même type de médiation, sans qu'il n'y ait toute forme d'ingérence extérieure, notamment de l'Occident, dans ces conflits qui ne regardent que nous au final.
Merci, Kotu. Est-ce qu'on a finalement M. Numbisi Wafo en ligne? Bonjour, M. Numbisi Wafo. Merci, bonjour Maputo. Bonjour à tous ceux qui t'entourent en studio. Bonjour aux techniciens, bonjour aux nombreux téléspectateurs de Bayou Média. J'espère que vous allez bien ce matin et c'est un plaisir de vous recevoir. Rassurez-vous, je vais suffisamment bien pour encore interagir avec vous et avec les téléspectateurs ce matin. Voilà, effectivement, M. Numbisi Wafo, aujourd'hui on s'intéresse à l'Éthiopie et le sujet du jour nous a conduit en Éthiopie et en Afrique du Sud, notamment le conflit dans le Tigré. Hier, mercredi 2 novembre 2022, un accord de paix a été signé du côté de Pretoria en Afrique du Sud lors des pourparlers qui ont été entamés depuis le 25 octobre du côté de l'Afrique du Sud. Monsieur Numbisi Wafo, quel est le regard que vous portez face à cette décision qui a été prise du côté de Pretoria hier, notamment la signature de cet accord de paix qui est une cessation des hostilités? Je voudrais dire que l'accord en lui-même n'est pas une fin en soi. L'accord de paix n'est pas une fin en soi. L'accord de paix devrait être un moyen, un instrument qui parvient d'arriver à la fin en soi, qui en réalité est la paix dans cette partie de la République fédérale d'Éthiopie, qu'est le Tigré. Bon, maintenant, est-ce que, tel que ces parties-là, nous pouvons avoir la certitude que la paix reviendra? C'est ça toute la question. Et cette question, on se la pose d'autant que, au-delà de l'enthousiasme affiché et déclaré par les parties prenantes à cet accord en Afrique du Sud, accord qui a été noué hier, au-delà donc de cette grande déclaration, il y a quand même une réalité qu'il ne faut pas occulter. Vous avez dit tout à l'heure en studio qu'il est bon pour l'Afrique de résoudre des problèmes qui se posent entre Africains. Mais est-ce qu'aujourd'hui, même si les Africains ont toute cette volonté, sont-ils capables de résoudre des problèmes d'une certaine envergure, d'une certaine dimension qui se posent en Afrique, notamment pour le cas d'espèce des questions de guerre qui quand même déciment, c'est une guerre qui a décimé des milliers de personnes civiles, qui a fait des millions de déplacés, je crois qu'on parle un peu plus de 2 millions de déplacés, et qui depuis un certain temps, depuis quelques temps déjà, au niveau de Chir, il y a des combats qui sont très très dévastateurs dans un pays qui aujourd'hui est, je veux dire, dans une région de l'Éthiopie qui aujourd'hui est clairement sinistrée. Nous nous posons cette question parce que l'Union africaine qui chapeaute ces accords et qui a piloté ces accords est quand même intervenue, à mon avis, assez timidement et quelque peu tardivement. Je voudrais rappeler que cette guerre dure quand même depuis 2 ans. Et donc, que s'il faut attendre 2 ans pour conduire des opérations qui arrivent à un cessez-le-feu, je pense qu'on pouvait, si on était une organisation continentale suffisamment aguerrie, suffisamment puissante, on pouvait faire bien mieux. Et nous disons que nous posons des questions sur l'efficacité d'une telle mesure, parce que, voyez-vous, on peut se demander quelle est la capacité de l'Union africaine à convaincre les partis à s'accorder, c'est-à-dire à mettre un terme au conflit sur le terrain. Cette capacité-là, de notre point de vue, est quasi inexistante. Et vous savez, dans ces conditions, il ne suffit pas d'avoir des déclarations d'intention. Il ne suffit pas de produire des déclarations d'intention pour que la guerre cesse. La guerre cessera si l'institution, ou alors si les gens qui travaillent à ce que la guerre cesse ont une capacité opérationnelle à faire en sorte que les belligérants reculent dans leurs prétentions. Je voudrais préciser qu'aujourd'hui, le Tigré n'a pas affaire qu'à l'État fédéral. Le Tigré a affaire aussi à l'Érythrée. D'ailleurs, il se dit depuis quelques jours que l'Érythrée a pris carrément les devants des combats. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'une puissance des États-Unis d'Amérique
a préconisé le retrait des forces érythréennes pour, comme un préalable à l'obtention d'une paix dans le Tigré. Donc nous disons que nous doutons de la capacité de l'Union africaine, parce que voyez-vous, pour gérer une situation comme celle-là, je rappelle que conduire les belligérants à se retirer ou à mettre en place la paix, une paix durable, ça exige quand même des moyens financiers. Et on peut se demander si l'Union africaine a ces moyens financiers dont il est question. Je rappelle que l'Union africaine est financée majoritairement par de l'argent venant de l'extérieur, notamment des institutions internationales comme le FMI, ou alors la Banque mondiale, ou alors de la Chine, ou de l'Union européenne, et je crois dans une certaine mesure des États-Unis d'Amérique. Donc quand vous êtes une institution, une organisation financée à plus de 65%, c'est-à-dire que l'argent que vous devez utiliser pour agir provient à 65% des personnes autres que vous, évidemment, ça réduit vos capacités opérationnelles, ça réduit votre efficacité dans le terrain ou sur le terrain de l'action. Donc nous disons donc que tel que c'est parti, pour qu'on arrive à une paix durable, il faudrait bien qu'il y ait une autorité qui soit capable d'imposer, même pas des moyens de contrainte, cette paix-là. Et je ne me souviens pas de mémoire d'homme avoir jamais entendu qu'il y avait une force d'interposition à l'Union africaine. Et il me semble que l'Union africaine n'a jamais imposé, ne serait-ce que des sanctions économiques contre quelque État, que ce soit en Afrique. Et disons donc que si nous devons aller véritablement vers la paix, il faut croire, et je pèse bien mes mots, que les deux belligérants sont de bonne foi. Ce qui n'est pas du tout évident. Mais à côté de ce qu'ils soient de bonne foi, il faut que l'Afrique se sente accompagnée. Que l'Afrique se sente accompagnée par des puissances comme les États-Unis d'Amérique, comme l'Union européenne, comme la Russie, comme la Chine, mais aussi qu'elle se sente appuyée, accompagnée par des organisations comme l'ONU. Même si on doit reconnaître que ça va être un peu compliqué de prendre une résolution dans ce sens au niveau du Conseil de sécurité, compte tenu du déchirement qu'il y a en Ukraine entre la Russie et le monde occidental et les autres. Donc ça va être un peu compliqué de faire passer une résolution, mais il faudrait que la Russie, je veux dire que l'ONU accompagne ces initiatives-là pour que véritablement on ait des moyens d'imposer une paix. Parce qu'en situation de guerre, il faut toujours se rendre compte de ce qui prime, c'est le rapport de force, pour que ceux qui interviennent dans la voie qui mène à la solution à ce problème soient en capacité d'imposer aux belligérants de cesser la guerre et de faire en sorte que la paix revienne. Mais tel que c'est parti, je dis nous voulons être optimistes, mais l'Union africaine, telle qu'elle existe, telle qu'elle a existé, telle qu'elle fonctionne, vous allez permettre que nous soyons un tout petit peu pessimistes sur sa capacité à imposer la paix au-delà de déclarations de belles intentions. Maintenant, le plus compliqué, ou alors, je veux dire, ce qu'il y a à faire, c'est que pour qu'on arrive à cette paix-là, je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que l'Union africaine ait un accompagnement qui permette d'imposer la paix sur le terrain. Et nous ne sommes pas encore, en tout cas, je ne sais pas s'il y a des voix qui se décident dans ce sens, mais pour moi, cela apparaît comme un préalable important dans la mesure où, pour moi, je ne vois pas ces belligérants sous la coupole seulement de l'Union africaine respecter les engagements qu'ils ont pris à Pretoria s'il n'existe pas derrière une capacité de contrainte. En vrai, la réaction de l'Union africaine a été tardive, mais il faut rappeler que ce n'était pas une première. Il y a eu des pourparlers avant, il y a même eu une cessation des hostilités, mais en août dernier, les combats ont repris. Et cette fois-ci, l'Union africaine a encore essayé de convoquer ces pourparlers-là qui ont été productifs quand même. Je voudrais dire que on dit que les pourparlers sont productifs
quand on est arrivé à la fin du conflit. Parce que la finalité des pourparlers, c'est de mettre un terme à la guerre. Donc, tant que nous n'atteignons pas cet objectif-là, tant que cet objectif n'est pas matérialisé sur le terrain, nous ne pouvons pas dire que les pourparlers est abouti. Non. Le plus important, et je l'ai dit, ce n'est pas de multiplier des rencontres, ce n'est pas de multiplier des opérations de négociation. Le plus important, c'est que la négociation qu'on met en place aboutisse à des résultats. Et le simple fait que nous sommes à 2 ans de guerre, qui a eu par le passé des opérations de l'Union africaine qui tentaient de faire revenir la paix, qui n'avaient pas tout à fait abouti, nous donne raison de ce point de vue. Est-ce que cette opération est une opération qui a plus de chances de réussir que d'autres? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et si elle a des chances de réussir que d'autres, qu'est-ce que cette opération a de plus que les autres? Ou qu'est-ce que cette négociation en Afrique du Sud a de particulier par rapport aux autres qui passe en sorte que nous soyons optimistes? À ces questions-là, je ne trouve pas de réponse. Par conséquent, j'estime qu'il faut bien plus que cet accord-là pour que la paix revienne de façon effective dans le Tigré. Alors, monsieur Noubissi, bonjour une fois de plus. Monsieur Noubissi, bonjour une fois de plus. Merci, bonjour, M. Koubabité. Voilà, Monsieur Noubissi, on vous a écouté tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez à un moment donné critiqué un peu l'Union africaine à un niveau. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que si l'Union africaine réussit à mettre en évidence, c'est-à-dire les sanctions contre les pays africains, certains pays africains qui sont toujours en guerre, pratiquement, par exemple, on parle aujourd'hui également de la République démocratique du Congo et le Rwanda qui se tiraillent depuis quand même un bon bout de temps. Vous pensez que à ce niveau, l'Union africaine ne joue pas pleinement son rôle? L'Union africaine ne joue pas pleinement son rôle, évidemment. Et ce n'est pas moi qui vais vous le dire. L'Union africaine ne pèse pas d'un poids réel sur la marche de l'Afrique, sur la quête vers le bien-être, ou à la quête du bien-être des Africains. C'est une évidence. Nous n'allons pas inventer le monde. Nous n'allons qu'à regarder ce qui se passe un peu ailleurs dans le monde. Vous voyez comment l'Union européenne a réagi au conflit qui a lieu en Ukraine. L'Union européenne a réagi de façon concrète en envoyant sur le terrain des appuis militaires, en envoyant sur le terrain des appuis logistiques, en envoyant sur le terrain de l'argent pour financer des opérations menées sous son initiative. Alors, on ne peut donc pas, dans une situation où on est dégarni, on ne peut donc pas dans une situation où on est démuni, on ne peut donc pas dans une situation où on est vide d'un point de vue de moyens opérationnels, comme lui a pensé qu'on peut être efficace sur ce terrain-là. Et je précise, je voulais dire d'ailleurs, que si on convoque un tout petit peu l'histoire, on peut se demander quel est le conflit en Afrique que l'Union africaine a participé à éteindre, ou alors a éteint elle seule. Personnellement, je peux me tromper, mais je ne vois pas ce conflit-là. Donc, ce que l'Union africaine n'a pas pu faire hier, nous ne pouvons pas lui donner, nous ne pouvons pas avoir la prétention qu'elle le fasse aujourd'hui. D'autant que les données n'ont pas changé. D'autant que l'Union africaine est toujours aussi désarticulée. D'autant que l'Union africaine est toujours aussi pauvre en termes de moyens opérationnels autonomes. D'autant que l'Union africaine n'est même pas suffisamment considérée par les chefs d'État qui devraient faire la force de cette organisation-là. Parce que quand on voit souvent comment se déroulent ces sommets-là, on comprend que nos chefs d'État n'accordent pas l'importance qu'on devrait accorder à une organisation de cette envergure-là. Et je dis, encore une fois, tant que nous n'aurons pas de moyens d'agir, tant que l'Union africaine n'aura pas une capacité opérationnelle de contrainte réelle, alors on peut toujours multiplier des rencontres, on peut toujours multiplier des négociations, mais je suis désolé, ces négociations-là auront de la peine à déboucher sur le terrain du succès. Merci, Monsieur Noubissi Wafo. On aura l'occasion de vous retrouver demain pour de nouvelles analyses. Passez une excellente journée. À présent, on s'intéresse au flash d'information en langue anglaise présenté par Jeff Otso. C'est tout de suite le flash d'information.
Ladies and gentlemen, welcome to News Brief over For You Media Africa. Without transition, let's go to West Africa, precisely in Mali, to see a friendly and walking visit by President Ibrahim Traoré, accompanied by his Minister of State, Minister of Defense and Veteran Affairs, Colonel Major Kassoum Koulibaly, and the Chief of the General Staff of the Armed Forces, Colonel Major David Kobré. The President of Burkina Faso was welcomed by his Malian counterpart, Colonel Assimi Goïta, at Modibo Keïta International Airport. The head of the interim government, Colonel Abdoulaye Maïga, the President of the National Transitional Council, Colonel Malik Diaw, members of the government, members of the diplomatic and consular corps were present at the airport. In a tweet post, His Excellency Assimi Goïta expressed himself with a view to improving the security of our respective populations. Captain Ibrahim Traoré, President of the Transition of Burkina Faso, and I had fruitful exchanges this afternoon around the major challenges that impact the peace and stability of our state. Up next to Senegal, where the opposition leader warns of political subterfuge on the eve of court. Senegal's main opposition leader and presidential candidate Ousmane Sonko has urged his supporters to remain calm on the eve of a court hearing a rape case brought against him. His arrest and indictment in March last year led to several days of deadly riot, looting and destruction. If we accept to fight, we will do it, but we are not there, dear compatriot, and that is why I ask you solemnly to go about your business, not to come to my house, nor to ordinary procedure. It will not be resolved tomorrow, he said. The 48-year-old politician, who came third in the last presidential election and plans to run again in 2024, has been accused of raping an employee of a beauty salon where he was gathering a massage. In South Africa, warring Ethiopia's government and Tigray forces signed landmark agreement to silence the guns. After 10 days of what was described as intense peace talks, a cessation of hostilities agreement was signed on Wednesday between the Ethiopian government and the Tigray People Liberation Force (TPLF) to end the war in the northern Ethiopia region of Tigray. The agreement to stop ongoing killings came 2 years after the start of the war that claimed the lives of hundreds of thousands of Ethiopians. The agreement was signed at the African Union facilitators held in Pretoria, which were led by former Nigerian President Olusegun Obasanjo and include former Kenyan President Uhuru Kenyatta and former South African Deputy President Phumzile Mlambo Ngcuka. Finally, we talk about Arab Summit League. Algerian leader urged Arab unity, renew support for Palestine. Arab leaders met in Algeria on November 1st at the 31st summit of the largest annual Arab conference kickoff. Algeria's president called for Arab unity to face escalating tension and crisis as he opened the meeting. It was the first meeting in 3 years for the 22-member state. If new challenges have emerged since Algerian president insisted on the historic support for the Palestinian, India never resolved conflict with Israel. I look forward to the establishment of an Arab contact and coordination group during this summit in order to support the Palestinian cause, and Algeria is fully prepared to transfer his vital request to the United Nations, Tebboune said. On that Arab Summit, we put a close to this edition of News Brief over For You Television. Jefutsu, my name. Keep on with Onrumilachi. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur For You Media Africa, vous êtes également sur For You Radio 96.3 FM. Je vous l'ai dit, le sujet du jour nous a conduit en Éthiopie et en Afrique du Sud, notamment le conflit dans le Tigré. Un accord de paix a été signé hier du côté de Pretoria, en Afrique du Sud, pour une cessation des hostilités. Kwechu, vous partagez cet avis de M. Noumissi Wafo que l'Union africaine ne joue pas pleinement son rôle?
elle n'a pas les moyens de sa politique. Je pense que globalement, on peut résumer un peu le propos de M. Nombisi Wafo à cela, et je suis totalement d'accord avec cela. D'ailleurs, avant que de m'avancer, la première chose que j'ai eu à dire, c'est que je pensais, ou je pense que j'espérais que on puisse rapidement passer des paroles aux actes, que finalement toutes les promesses qui ont été faites puissent se matérialiser une fois de retour dans le pays, et qu'on voit finalement les deux parties pouvoir implémenter tout ce qui a été pris comme mesure. Donc on a tout à fait le droit, au vu de d'autres tentatives qui ont parfois émaillé donc d'autres situations de médiation. On est tout à fait légitime dans notre approche un peu sceptique quant au fait que les deux parties qui aient promis de faire un cessez-le-feu une fois de retour ne soient pas tenues de respecter parole. Et lorsque parole n'est pas respectée, en général, il retourne à l'organisation de peser de tout son poids quant à faire du forcing pour que les deux parties puissent respecter en fait leurs propos. Mais maintenant, est-ce que l'Union africaine, et c'est là toute la question et l'interrogation de M. Nombisi Wafo, est-ce que l'Union africaine est à même de contraindre qui que ce soit quand on sait que décision qu'elle prend n'est pas forcément prise avec beaucoup de poids de par les belligérants, ou du moins les deux parties en opposition, et de par le passé c'est déjà arrivé que l'Union africaine non seulement initie une médiation après avoir dit oui autour des tables de ce que on allait faire avancer les choses, que les deux parties finalement arrivent à ne pas respecter ça et ne se sentent pas dans l'obligation de repartir vers l'Union africaine et donner plus que ça d'explications. Donc il y a clairement un besoin pour l'Union africaine aujourd'hui, qui est quand même l'organisation continentale et qui devrait être elle d'abord à même de résoudre les conflits, de pouvoir se donner des armes assez fortes, de pouvoir s'autonomiser, ne plus être dépendante de ces grandes firmes, de ces grandes organisations internationales qui finalement, à force d'approvisionner l'Union africaine, de lui permettre de survivre, a aussi une certaine influence en tirant un peu parfois les ficelles et pas par derrière. Et cette aide constante de ces instances tend malheureusement à faire perdre toute sa crédibilité à l'Union africaine aujourd'hui. Donc, on a dit des choses, on attend de voir si effectivement cet accord de paix sera prise en compte et pourra effectivement se constater sur le terrain. Merci Couture, comme invité vous partagez cet avis. Est-ce que l'Union africaine aujourd'hui a encore une crédibilité? Peut-être avant de répondre à votre question, j'aimerais simplement revenir un peu sur ce problème qui dérange un peu le Tigré, ou alors le peuple tigréen aujourd'hui. Vous savez, oui, on est d'accord que hier, mercredi, il y a eu une cessation, oui. Mais non, ce n'est pas encore totalement la paix, parce que là, il faut le dire. L'accord? Oui, l'accord, mais ce n'est pas encore totalement la paix. L'accord a été signé, mais ce n'est pas encore totalement la paix, et c'est ce que M. Nombisi a relevé tout à l'heure. Il a dit, oui, ils ont parlé d'un accord de paix, mais est-ce que c'est déjà le cas? Donc peut-être dans les jours à venir, on aura peut-être la visibilité de tout cela. Mais on se rappelle quand même que le médiateur donc de ces pourparlers entre les rebelles tigréens et le gouvernement éthiopien, où l'Union africaine réussit à dire que les deux parties se sont formellement mis d'accord sur une cessation des hostilités ainsi que sur le désarmement méthodique ordonné en douceur et coordonné. A annoncé donc le porte-parole, c'est-à-dire Olusegun Obasanjo, qui a donc décidé de se prononcer. Mais j'aimerais un peu, il y a un problème qui me dérange un peu, c'est de savoir quand le médiateur lui-même est dit, ce sont les deux parties qui ont décidé. J'aimerais poser la question de savoir, mais
le rôle de l'Union africaine à cet instant a été de faire quoi exactement? L'Union africaine qui a convoqué les Oui, mais pourparlers. vous convoquez les pourparlers. À un moment donné, je me suis dit, j'aurais voulu que, en fait, que l'Union africaine, à un moment donné, frappe aussi la main sur la table et dise que bon, voilà ce que nous on attend de vous. Si au sortir de cela, il n'y a pas une suite favorable, voilà ce que nous allons faire. Ça, c'est ce que, à un moment donné, l'aîné ou alors celui qui est censé, la hiérarchie en réalité de la sous-région ou alors de la région même, parce qu'on parle là de l'Afrique en général, devrait dire au sortir des pourparlers, d'accord, les deux parties ont décidé de faire une trêve. Ok, on a décidé de faire la trêve, mais si ça persiste, voilà ce que nous on va faire si vous continuez à faire... Toutes ces paroles ne sont pas respectées. Tous ces paroles ne sont pas respectées. Mais aujourd'hui, on se rend compte simplement que l'Union africaine, oui, réellement pour répondre donc à votre question, qu'à un moment donné, la crédibilité à un moment donné de l'Union africaine est en train de disparaître au fur et à mesure, parce que comme l'a si bien dit M. Nubisi Wafo, pour ne pas vouloir citer l'Union européenne, mais quand même on va citer, parce que vous savez, quand quelque chose est bien, il faut apprécier. L'Union européenne aujourd'hui, quand ça ne va pas, c'est-à-dire cette Union européenne frappe quand même la main sur la table et apporte des résolutions. Je pense que c'est la même chose que l'Union africaine devrait faire à mon humble avis. Merci Koumabité. On va peut-être sortir avec l'image du jour, et c'est avec Dame Kouchou. J'avais tellement hâte d'y arriver. L'image du jour, c'est tout de suite avec Kouchou. Alors on va y aller sans transition. Effectivement. Pour notre image du jour, qui nous amène au Gabon. Au Gabon, et à une cérémonie qui s'est tenue le 2, c'est-à-dire hier. Et une image qui fait donc le tour des réseaux sociaux du côté du Gabon. Donc on choisisse d'en rire ou d'en pleurer. Est-ce que le président Ali Bongo est-il en train de pavé dans cette situation? Voilà. En tout cas, tous ces détracteurs et autres tendent à le dire. C'est une image qui fait énormément parler. D'aucuns estiment que non, c'est des gouttes de pluie et que l'image a été mal prise. Mais d'autres estiment que voilà, preuve encore de ce que l'état de santé du président Ali Bongo n'est pas au beau fixe. Un autre encore argument, ou du moins une autre voix qui est très très sérieusement évoquée là-bas. Donc on estime que c'est un sosie du président Ali Bongo qui est donc là depuis quelques années. D'aucuns disent que c'est un sosie qu'on leur sert depuis 4 ans. Et voilà. Donc, en tout cas, il s'est présenté assez amoindri, comme c'est le cas depuis un peu plus de 4 ans, depuis son accident vasculaire cérébral. Alors, cet événement se passait à l'aéroport de Mouila, au sud-ouest du Gabon. Et voilà, le président donc était donc venu le 2 novembre, c'est-à-dire hier, à l'aéroport de Moula, dans la province de Gounié, pour saluer la jeunesse, et notamment inaugurer 2 ou 3 œuvres qui avaient donc été réalisées de ce côté-là. Et cette image donc de lui avec cette espèce de je sais trop quoi, de liquide assez pendant, qui a donc soulevé, secoué toute l'opinion publique du côté du Gabon. Très bien habillé quand même. Qui fait que d'aucuns reviennent encore sur le fait qu'il n'est plus en état physique de pouvoir exercer pleinement son pouvoir. Et quand on sait qu'il est candidat aux prochaines élections et qu'il a quand même encore derrière lui tout un bastion de personnes alliées à sa cause. Il n'y a qu'à voir toute la ferveur populaire qu'il y a eu. La mobilisation, les femmes, les jeunes. Oui, les femmes surtout. C'était très festif donc de ce côté. Et voilà, une image malheureusement qui a été particulièrement retenue par les uns et les autres lors de cet événement. Et voilà, il n'y a pas... En même temps, difficile d'avoir une sortie gouvernementale pour expliquer cela. Mais moi, si je m'attarde aux images, il y a l'image qui vient de passer là. Je ne sais pas si la réalisation peut nous aider. Revenir sur un angle différent quand même. On a Ali Bongo bien portant, bonne posture, mais de l'autre côté,
on a là, je sais pas, le liquide, mais moi je dirais que ça peut être une goutte de pluie parce qu'il pleuvait effectivement. Donc, parce que là, il est bien portant. Cette image ou alors celle que la non, réalisation va... celle-ci, il est bien portant, il est bien positionné, mais là, on dirait que c'est une goutte de pluie. Voilà, faut rappeler ou alors aussi que... Oui, j'aurais voulu que le réalisateur revienne un peu sur la première image. Là, on dirait il est bien portant, oui, bien tout à bonne fait. posture. Justement, c'est pas la vue de face là. En tout cas, voilà, quand on regarde cette photo, oh là là, j'ai comme l'impression que la réalisation a un petit problème de l'autre côté. En tout cas, mais je suppose que la réalisation va revenir sur la précédente photo, la précédente photo. Des gouttes de pluie. Voilà. Donc, on voit quand même que le président gabonais franchement, ne fait pas bonne mine en fait, en tout cas, parce que on sait qu'il sur la première image, il fait bonne mine. Il fait bonne mine bonne sur posture. La première. Et c'est ça qu'il a été important pour moi, de prendre des images sur des angles différents. Mais à mon humble avis, les uns et les autres. À mon humble avis, j'ai comme impression, vous savez, la maladie, il n'est pas encore totalement sorti du lot, parce que vous voyez là, quand on regarde les images, on voit encore les séquelles quand même de cet accident. On voit quand même, parce qu'on connaît quand même Monsieur Bongo qui à une époque était un peu plus robuste, un peu plus imposant, avec un peu plus de charisme, mais on se rend compte aujourd'hui que ce charisme, il y a du charisme. Oui, mais l'image de face, elle n'est pas très... Elle n'est pas quand même comme les autres images. De toutes les façons, c'est tout simplement une image. Ne l'a pas pour autant empêché. Oui, d'être là quand même, c'est quand même quelque chose à féliciter, tout à fait. Et c'est là toute la question, peut-être autour de sa personne. Est-ce que son état de santé l'empêche pour autant d'accomplir, de réaliser tout ce qu'il a édicté comme promesse à réaliser lors de son mandat? Est-ce que ça l'empêche pour autant? C'est quand même la bouche et le cerveau. Ne l'a pas empêché. Non, du tout, puisque même étant à l'hôpital, même étant à l'hôpital, je crois qu'il gérait quand même les affaires administratives de ce côté-là. Donc, du coup, c'est quand même, voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, c'est quand même à féliciter un président comme Ali Bongo. On voit un monsieur malade, mais qui exerce pleinement son rôle de chef d'État, même si on va relever quand même quelques petits couacs, mais qui ne sont pas quand même très très visibles. Je pense quand même à 3%, mais quand même. Avoir ces images, c'est simplement pour dire que l'état de santé quand même s'améliore de ce côté. Merci Kwetu pour ces images. Je crois qu'on va sortir avec vous. Comme invité, il y a quelques messages apparus sur notre page Facebook For You Media Africa. Oui, et mon tour, je crois qu'on va faire un tour sur notre page Facebook, et puis on va prendre simplement quelques messages. On va regarder si nos chers... Voilà, on va commencer rapidement avec Roi Léo. Très bien habillé avec son pantalon de Moriba. Je crois que là, c'est pour dire que... Pantalon de Moriba. Je ne sais pas qui ça. Il s'agit de qui là? C'est tellement l'image du jour. Voilà. Vive la paix en Éthiopie. Il s'agit là de Rose Eboué. Également Lydie Ngomo, merci for you. Lydie Ngomo qui revient, merci à l'Union africaine. Également, elle insiste avec des messages. Dieu merci si la paix règne en Éthiopie. Voilà, bonjour for you, toujours elle. Et puis on va aller rapidement sur Drame Issa. Bonjour for you média, mes salutations. Oh là là, Apuchu, de qui s'agit-il en réalité? De toutes les façons, peut-être il s'agit du réalisateur, hein? Peut-être c'est lui qui s'appelle Apuchu. Un coup de chapeau à lui quand même, un coup de chapeau quand même à notre réalisateur à Bolo qui s'appelle Apuchu. Je crois que c'est de lui qu'il s'agit. Et nous profitons de cela pour remercier notre réalisateur. Voilà, qui se bat. Non, il se bat. Voilà, un coup de chapeau à lui. Annonce qu'on est parvenu à la fin. Voilà, Mamouto, c'était tout pour l'épisode. Merci Koumabité, c'est avec cette ambiance que nous mettons un terme à cette édition de votre programme. On remet l'actu de ce jour, on aura le plaisir de vous retrouver demain pour la dernière partie. D'ici à là, portez-vous bien et passez une excellente journée. Restez en compagnie de notre programme qui se poursuit.